Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h44, un patron qui va bien. Mais en fait, ils sont nombreux. Tous les jours, on a des patrons qui vont bien. L'économie va moyen. Mais alors, finalement, il y a beaucoup de secteurs qui s'en sortent très bien, comme la restauration. Et comme vous, Benjamin Patou, PDG de Moma Group, 100 millions de chiffre d'affaires pour un groupe qui est indépendant, non coté en bourse, et 20% de croissance l'an dernier, les derniers mois. Comment s'est passé d'ailleurs l'été? Est-ce que, comme tous les invités restaurateurs qu'on a, c'est l'euphorie? L'euphorie, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a eu un net rebond avec des comportements, je pense, de rattrapage par rapport aux 2 ans de Covid. De lâcher prise? De lâcher prise aussi. Je pense que tout simplement, les gens, tout le monde s'est rendu compte que pendant 2 ans, à quel point on était attaché à notre besoin de liberté, de sortir, de sociabiliser. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on bénéficie encore, tout le secteur, de cette envie des gens. Surtout que comme on nous annonce en permanence l'apocalypse qui doit arriver tous les matins, on se dit, on en profite avant de tout ce qui peut se passer. Vous avez fêté vos 10 ans, c'était lundi, vous avez fait une grande fête. Vous avez 22 restaurants avec des thèmes assez différents, des expériences très particulières, même des spectacles, etc. C'est ça aujourd'hui qu'on veut. On ne veut pas juste aller au restaurant, on veut aller dans un endroit spécial avec un spectacle spécial. Pas forcément un endroit avec un spectacle, mais c'est vrai que... Le lieu lui-même peut être un spectacle. Je pense que nous, notre concept depuis le départ, c'est de faire en sorte qu'aller au restaurant soit en soi un événement, et soit un moment particulier dans son arbitrage en fait de temps de loisirs et de divertissement. Et c'est vrai qu'on se rend compte, c'est une tendance générale, que les restaurants qui n'ont pas su se renouveler, qui n'ont pas su se réinventer, soit sur la gastronomie, soit sur l'animation et l'expérience et l'ambiance, souffraient. Et ça, c'est tout à fait logique compte tenu de l'explosion de toutes les plateformes de livraison à domicile où vous pouvez en 15 minutes vous faire livrer plein de choses fantastiques, n'importe où vous soyez d'ailleurs. Donc c'est vrai que le restaurant devient un lieu de vie, encore plus qu'avant, et on ne va plus au restaurant que seulement pour... on ne se fait pas livrer du café La Pérouse ou du Casa Amor, ça n'a aucun intérêt. Faut y aller, quoi. Exactement, c'est des expériences à vivre et c'est ce sur quoi on s'emploie en permanence. Et on a fait de la livraison pendant le Covid quand on était fermé, mais c'était vraiment à titre expérimental. Alors justement, Laure le disait, le café La Pérouse, le Manco, le Noto, le bœuf sur le toit, autant d'expériences culinaires et festives. Comment on fait d'ailleurs pour ouvrir autant d'établissements? Moi je suis toujours curieux de savoir qui sont les investisseurs. Alors j'ai vu qu'il y avait notamment Patrick Briel, Eric Citruc, mais qui investit aujourd'hui dans la restauration? Comment vous constituez un tour de table? Est-ce que le tour de table est différent pour chaque projet, pour chaque restaurant? Alors, c'est 2 questions différentes. Il faut savoir, si on prend un peu de recul, que le métier de la restauration, pendant des années, il n'y a pas si longtemps, c'était un métier qui était plutôt mal vu du point de vue des banques et des investissements. On était plus proche du paria, je dirais, que du secteur d'avenir. Et aujourd'hui, avec toutes les tendances qu'on a évoquées il y a quelques minutes sur le besoin du public de se divertir et de vivre des expériences et de dépenser, arbitrer leurs dépenses sur des moments de vie, des moments d'expérience, davantage que sur des moments de possession d'objets, on se rend compte qu'en fait, le secteur de la restauration est devenu très attractif. Voilà, pour les investisseurs notamment. Parce que aussi, il y a une mondialisation que le secteur subit comme beaucoup d'autres secteurs, où on se rend compte que des marques et des concepts, quand ils sont créés, peuvent être dupliqués, peuvent être amenés en dehors des frontières. Il y a déjà des grands succès de groupes internationaux. Le Manco, vous l'avez mis à Doha, par exemple? Le Manco, on l'a mis à Doha. On ouvre à Athènes là, en mars prochain. On a un certain programme de développement international de toutes nos marques. C'est justement les 10 ans. Aujourd'hui, ça acte la décennie passée. Et le futur et l'avenir maintenant, pour nous, c'est le développement international de nos marques et de nos concepts. Ça veut dire que les investisseurs, ils sont en fait, ça peut être n'importe quel type de fonds, n'importe quel type d'investisseur? Family office, industriel, fonds d'investissement. Il y a vraiment, on est très, aujourd'hui, on a des très bonnes relations. Vous savez, il n'y a plus un projet aujourd'hui immobilier, plus un seul projet immobilier, quelle que soit sa forme, bureau, commerce, hôtellerie, centres commerciaux, même les administrations, les villes, qui ne passent pas au départ dans la réflexion, au cœur de la réflexion, au départ de la réflexion, sur quelle va être l'offre de restaurants F&B, de food and beverage. C'est devenu un argument de vente
pour pouvoir aujourd'hui vendre des appartements à 10 000 euros du mètre carré, pour pouvoir remplir des chambres d'hôtel, pour pouvoir commercialiser des espaces dans les centres commerciaux. L'argument de vente, c'est quelle restauration on a, quelle marque on a, et c'est ça, on est devenu, entre guillemets, une sorte de locomotive et d'attractivité. Et quelle star ? Ça a vraiment changé, parce qu'avant, c'était un mal nécessaire, la restauration. Et aujourd'hui, on est passé quelque part du problème à la solution. Et c'est fondamental d'amener des stars aussi, parce que vous avez Patrick Bruel au capital d'un des restaurants, mais est-ce que ça aussi, ça sert à redonner justement un côté paillette à la restauration et à convaincre les investisseurs ? Non, je sais pas, je qualifierais, je dirais pas les choses comme ça. Patrick, avant d'être, enfin, c'est une star, oui, mais c'est un entrepreneur surtout. Ouais. C'est lui qui a vu le filon. C'est un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui est très très avisé, qui est très intéressé par l'entrepreneuriat. Et voilà, on a commencé dans 2 restaurants ensemble, le Bœuf sur le Toit et Andia. Et c'est vrai que chemin faisant, la confiance grandissant et l'intérêt grandissant, il est rentré avec nous dans le groupe en entier. La dernière question, c'est que c'est un secteur très tendu sur le plan de recrutement. De combien vous avez augmenté vos salariés cette année ? Ah bah c'est difficile à dire parce qu'on était tous tout fermés l'année dernière. On a conservé le chômage partiel bien entendu, mais il y a eu quand même beaucoup de flux. Aujourd'hui, on est à plus de 1000 collaborateurs. Oui. Je pense qu'on était à 700 en normatif. Si tout devait être ouvert, donc peut-être 30%. Ah, je parlais des rémunérations. Ah, des rémunérations. 7, 8, 10%. J'ai pas les chiffres exacts, mais oui, c'est de l'ordre de 10 à 15%. Ah oui, 10 à 15%. Et surtout, les nouveaux collaborateurs qui arrivent, qu'on doit débaucher, qui viennent nouveaux, ceux-là, ils ont des grilles ils ont des attentes de rémunération qui sont bien supérieures à ce qui était il y a encore 2 ans. Ouais, et vous êtes obligé de céder, enfin de répondre à la demande. Oui. Avec des salaires très élevés. Céder, c'est pas le terme que j'emploierais, mais répondre aux attentes. De vous aligner. Voilà. Quand le talent est là, vous savez, on ne paye jamais trop cher le talent. Hein. Bon. Merci beaucoup Benjamin Patou, PDG de Moma Group, d'avoir été avec nous et de nous avoir un peu fait rentrer dans les coulisses du business de la restauration aujourd'hui et de ses investisseurs. Merci beaucoup Benjamin. Merci beaucoup.